Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau numéro d'édition spéciale. Le Mali tente de sortir de l'impasse dans laquelle il se trouve depuis maintenant 10 années. Insécurité, sanctions économiques, instabilité politique et surtout coup d'État à répétition. Le pays en a vécu 5 depuis son indépendance de la colonisation française le 22 septembre 1960. Le dernier coup de force, comme l'ont décrit les autorités de transition, a propulsé le colonel Assimi Goïta à la tête du pays. Le nouvel homme fort du Mali se distingue par ses positions plutôt hostiles à l'écart de la France et de ses ingérences au Mali. D'ailleurs, sa dernière décision a été celle de sortir du G5 Sahel, dont la création émane d'une initiative de la France en 2014, une sortie déplorée par les Nations Unies ce jeudi. Cet épisode est le dernier d'une saga animée par une rupture avec l'ex-puissance coloniale. Nous allons y revenir aujourd'hui avec nos invités, en l'occurrence Hassan Qassimi, politologue spécialiste des questions internationales. Bonsoir. Bonsoir. Nous avons également avec nous via Skype Massiré Diop. Vous êtes journaliste malien au quotidien L'Indépendant. Bonsoir à vous également. Bonsoir. Alors, tout d'abord, Hassan Qassimi, le Mali s'est retiré du G5 Sahel. Cette décision est motivée, selon le gouvernement malien, par le refus qui lui est opposé d'assurer la présidence de l'organisation régionale qu'il partage avec le Burkina Faso, le Niger, la Mauritanie et le Tchad. Or, elle revient surtout après une rupture diplomatique avec la France. Quelle est, selon vous, la véritable raison de ce retrait ? Vous savez que ce qui se passe actuellement au Mali est le résultat d'une évolution et d'une succession de facteurs qui ont fait que le Mali, malheureusement, ceux qui ont dirigé ce pays bien avant, ont mis ce pays, malheureusement, sous la coupe directe d'une entité étrangère. Maintenant, l'arrivée de la nouvelle équipe que je ne qualifierai pas de junte, parce que le concept de junte lui-même est très discutable, et je vous dirais que sur le plan historique en Afrique, les juntes militaires ont été installées par l'empire colonial. Donc, junte militaire par-ci est condamnable, junte militaire par-là n'est pas condamnable et la considérée par certaines parties étrangères comme étant la bienvenue. Et là, l'évolution de la situation par l'arrivée d'une nouvelle équipe au pouvoir est le résultat de rapports inégalitaires de domination et d'injustice historiques qui ont fait que la population, si vous vous souvenez bien, malienne est sortie dans la rue massivement pour demander la sortie des forces militaires étrangères de ce pays. Maintenant, malheureusement, nous assistons depuis l'arrivée de cette équipe au pouvoir, qui est bien sûr, il faut le reconnaître, que c'est une équipe transitoire, qui a hérité d'une situation catastrophique qui a menacé et qui menace toujours la sécurité et l'unité du Mali, à qui on demande du jour au lendemain d'organiser des élections présidentielles. Et bien sûr, nous pouvons analyser et écouter les arguments des uns et des autres. La nouvelle équipe au pouvoir pense, et à juste titre, qu'on ne peut pas organiser des élections présidentielles dans le chaos et le désordre, et cela nécessite un peu de temps pour... D'ailleurs, le calendrier électoral proposé a été reporté à maintes reprises. Mais écoutez, vous savez, dans une situation de chaos et de désordre, vous ne pouvez pas organiser des élections présidentielles ou d'autres élections, quelle que soit leur nature. Regardez ce qui se passe en Libye. Les élections ont été reportées pour la simple raison qu'il n'y a pas de stabilité, qu'il n'y a pas de sécurité, donc on ne peut pas organiser des élections. Et là encore, nous revenons à l'intervention étrangère, la mainmise, et là, écoutez, si on peut la qualifier ainsi. Là, les interventions étrangères au Mali, et là, je ne dirais pas uniquement du Mali, mais en Afrique, et plus particulièrement
dans les pays de l'Afrique occidentale. C'est des interventions qui sont étrangères, militaires, qui sont sournoises, qui sont intervenues sous plusieurs formes, et il y a eu malheureusement des mécanismes coloniaux qui ont été mis en place, tels que le franc CFA, oui. Des mécanismes autres qui ont été également mis en place, tels que le G5 du Sahel, qui n'est rien que sous commandement d'une entité étrangère, qui n'est rien d'autre qu'un moyen de domination. Et d'ailleurs aussi une initiative de la France, l'ex-puissance coloniale. Exactement. Et là, vous savez que l'Algérie a tenté à plusieurs reprises de mettre en œuvre un principe qui est cher à l'Union africaine. C'est un principe qui consiste à s'approprier la sécurité et ne pas la déléguer à une tierce partie étrangère. Vous savez que ce qui s'est passé au Mali, l'intervention française au Mali, qui initialement avait pour ambition et pour objectif de rétablir la paix et de protéger l'unité et la stabilité de ce pays, a eu des résultats contraires. L'intervention française, Serval, puis Barkhane, puis il y a eu d'autres forces qui sont intervenues, les forces spéciales en l'occurrence, européennes, la force européenne, Takuba. Ces forces d'intervention française au Mali ont eu des résultats contraires. D'ailleurs, beaucoup d'experts estiment que la situation sécuritaire est pire qu'avant l'intervention. Laissez-moi terminer mon idée. Allez-y. C'est que les interventions d'une manière générale, pour vous donner un peu une idée sur les résultats et les conséquences des interventions étrangères, on prendra peut-être l'exemple du Mali, mais il est valable ailleurs, en Libye, au Yémen, en Afghanistan, en Syrie, en Irak et dans d'autres pays en Afrique. Vous savez que l'intervention française coloniale au Mali a eu pour conséquence néfaste et toxique. D'abord, il y a eu un affaiblissement de l'État malien. Il y a eu le recul de l'État malien au nord qui n'existe plus. Et il y a eu un autre phénomène encore plus dangereux, plus grave, c'est l'apparition spontanée. Permettez-moi, je reviendrai vers vous, Hassan Qassimi. Nous allons donner un petit peu du temps de parole tout de même à Massiré Diop, qui est également en direct avec nous via Skype. Alors, pour coller à l'actualité, le ministre mauritanien des Affaires étrangères, Mohamed Salem Ould Merzoug, devrait entreprendre une médiation ce jeudi à Bamako pour tenter de convaincre les autorités maliennes de revenir sur leur décision de quitter le G5 Sahel. Pensez-vous qu'il existe une chance pour que Bamako revienne justement sur une telle décision? Bon, en tout cas, à la vue où les choses vont, ce n'est pas si évident. Ce n'est pas si évident. Maintenant, il ne faudrait pas aussi fermer la porte au dialogue et à la médiation. Je pense que le problème fondamental de cette organisation rencontre, c'est qu'elle compte très souvent sur l'aide extérieure, en l'occurrence celle de la France, pour un peu aller de l'avant, pour essayer un peu d'engranger des victoires sur le plan, que ce soit sur le plan de la sécurité, que ce soit sur le plan du développement, alors que tout développement ou bien toute lutte devrait d'abord être concentré sur le front intérieur. C'est-à-dire que nous connaissons, en tant qu'Africains, nous connaissons mieux les problèmes auxquels nous sommes confrontés et nous connaissons aussi en même temps des solutions. Donc c'est à nous de nous imposer, à nous de montrer vraiment qu'il faut compter sur nous-mêmes pour pouvoir aller de l'avant. Les interventions de type occidental, comme ce fut le cas pendant la période coloniale, actuellement ce n'est plus possible. Donc là, ce qu'il faudrait, c'est, même si on arrive à convaincre le Mali à retourner au G5, mais ça ne sera plus sous l'ancien format. Ça sera un nouveau format dans lequel les décisions appartiendraient aux États membres même du G5 et que les partenaires, même s'ils sont importants, doivent tout simplement accompagner plutôt que d'imposer leur diktat
sur certaines situations. Oui. Qu'en pensez-vous, Hassan Qassemi? Y a-t-il une chance pour que Bamako revienne sur cette décision de quitter le G5 Sahel sous couvert d'une médiation, par exemple celle de la Mauritanie, entreprise aujourd'hui? Vous savez, les décisions qui ont été prises par les nouvelles autorités maliennes, c'est des décisions qui ont été mûrement réfléchies. Ce ne sont pas des décisions improvisées qui ont été prises comme ça à la va-vite. Et croyez-moi que le Mali a remis, les nouvelles autorités qui sont arrivées au Mali ont remis en cause beaucoup de dispositifs. À commencer par le G5 du Sahel. Ensuite, ils ont demandé le départ des forces étrangères du Mali, la force Serval, la force Barkhane et la force spéciale européenne Takuba. Et ils ont aussi dénoncé les accords militaires avec la France. Donc, juste pour situer le contexte, avant que vous continuiez, Monsieur Qassemi, ce retrait intervient également après que les autorités de transition maliennes aient dénoncé une tentative de coup d'État. Vous savez, je vais arriver à cette évolution. Les coups d'État ou les éliminations physiques font partie du programme d'action des interventions étrangères pour éliminer tout concurrent qui menacerait les influences des lobbies et les intérêts étrangers. Les éliminations physiques et les coups d'État, nous en connaissons un peu en Afrique. Il y a eu plus d'une trentaine de présidents africains qui ont été éliminés physiquement et presque une centaine de coups d'État qui ont été organisés par, bien sûr, ce que vous connaissez et que tout le monde connaît, c'est le précaré de la France qui ne doit pas sortir du giron de l'Hexagone. Maintenant, pour revenir aux nouvelles autorités maliennes, nous assistons à une reprise en main de la souveraineté et des attributs régaliens de l'État malien. Vous avez vu dernièrement, il y a eu une réunion à Kidal entre les représentants de l'État malien et les représentants de la coordination de la ZAWED qui se sont réunis à Kidal pour sortir vers une nouvelle feuille de route pour mettre en place... Nous allons y revenir, monsieur. Nous allons y revenir. Permettez-moi de revenir à Massiré Diop. Alors, le retrait du G5 Sahel a aussi été décidé après que les autorités de transition aient rompu avec les forces Barkhane et Takuba. Que signifie cette rupture brutale après de longues années de présence sur le sol malien ? Bon, je crois que c'est un peu une suite logique. Parce que dans la mesure où vous êtes tous au courant de ce bras de fer qui oppose actuellement ces autorités de la transition et une partie de la communauté internationale, essentiellement celle conduite par la France. Donc, le bras de fer est là et il est ouvert. Donc, ça n'a pas commencé avec la sortie du G5, dont des autorités accusent la France d'être derrière le refus du Tchad de lui remettre la présidence qui devait lui revenir normalement au mois de février passé. Et avant cela, comme vous l'avez si bien dit, il y a eu la rupture au niveau des accords de coopération, en matière de défense et de sécurité. Avant cela, il y a eu de façon implicite un départ, une demande en tout cas du départ des troupes françaises, parce que les conditions en réalité n'étaient pas réunies pour qu'elles puissent continuer à rester au Mali. Donc tout cela ne fait que entrer un peu plus dans ce bras de fer auquel on est en train d'assister aujourd'hui et qui oppose les nouvelles autorités du pays avec le partenaire français. Le partenaire français, certes, il a été important, il a fait
il a certainement fait quelques réalisations, mais cette domination, les Maliens aujourd'hui ne sont plus prêts à l'accepter. Les Maliens aujourd'hui veulent se défaire complètement de cette chaîne héritée de la période coloniale et veulent affirmer un peu plus aujourd'hui leur souveraineté. Et avant, les questions de défense et de sécurité étaient pratiquement entre les mains des partenaires. Aujourd'hui, ces autorités qui sont en place prennent elles-mêmes des propres initiatives. Et ces initiatives, elles sont louables et salutaires par une grande partie de la population. Aujourd'hui, on voit beaucoup plus, c'est pour cela d'ailleurs qu'on utilise un peu le concept de montée en puissance, le montée en puissance de l'armée, parce qu'aujourd'hui, de plus en plus, même les territoires qui étaient auparavant, qui échappaient un peu au contrôle des autorités, aujourd'hui, en tout cas, on sent beaucoup plus une dynamique. Aujourd'hui, on sent qu'il y a vraiment un mouvement qui est en train de s'opérer au sein des forces de défense et de sécurité. Et cette dynamique n'a été impulsée que grâce à ces autorités de transition. Monsieur Diop, dites-moi, la crise politique au Mali a conduit également à une asphyxie de son économie. Le pays est confronté depuis le 9 janvier dernier aux sanctions de la CEDEAO et de l'Union économique et monétaire ouest-africaine. Ces sanctions constituent le blocus de ses frontières terrestres et aériennes, la suspension des échanges commerciaux avec les autres pays et le gel de ses opérations financières avec les institutions dédiées de la CEDEAO. La facture n'est-elle pas trop chère payée ? Absolument, absolument. Mais la facture est trop chère payée parce qu'aujourd'hui, vous avez vu, comme tous les États du monde, on emprunte de l'argent, on emprunte souvent de l'argent auprès de certaines banques. Et aujourd'hui, cela fait combien de temps que le Mali n'arrive plus à honorer ses engagements vis-à-vis de ses institutions financières. Donc, les dettes ne font que s'augmenter. Et c'est pour cela, d'ailleurs, c'est vrai que le phénomène il est mondial, mais chez nous ici, il est bien plus particulier parce que la vie chère est une réalité aujourd'hui. Aujourd'hui, le carburant n'arrive même plus à être fourni correctement. Il y a vraiment l'économie tant bien que mal de résister. Mais la crise en Ukraine n'a rien arrangé aussi. Bien sûr, bien sûr. Surtout que nous avons une décision de la Cour de justice de la CEDEAO, la Cour de justice de l'UEMOA qui demande à ce que ces sanctions soient levées. Et jusqu'à présent, cela fait plus de 2 mois que cette décision n'a pas encore été appliquée. Donc vous voyez que tout est fait pour un peu mettre le Mali à genoux. Oui. Hassan Kassimi, je vous retourne la question. Le Mali ne serait pas en train de payer actuellement une facture un petit peu chère pour ses positions prises dernièrement? Je vais vous dire une chose, que ce qui est en train de faire payer la facture au Mali, c'est bien la France. Et malheureusement, la CEDEAO... Sous couvert de la CEDEAO et des institutions financières aussi. Et malheureusement, la CEDEAO fait partie de ce dispositif qui est en train d'infliger des sanctions économiques au Mali. Et alors je me demande, et je me pose la question, et je me dis, pourquoi la CEDEAO n'a pas réagi de la même manière pour des exemples qui sont semblables. Il y a des présidents qui sont autocrates, qui sont au pouvoir depuis 40 ans et elles semblent s'accommoder à de telles situations qui sont contraires à la liberté, à la démocratie. Maintenant, les sanctions qui ont été infligées au Mali sont injustes et inacceptables. Le Mali est un pays qui est en difficulté, les avoirs du Mali sont bloqués à Paris, et on veut provoquer l'étouffement, l'asphyxie économique de ce pays qui a besoin d'aide, de soutien pour sortir de l'impasse. Et il appartient, je pense que personne n'a le droit de se substituer au peuple malien, et il appartient au peuple malien de s'organiser et de d'élire leurs représentants qui dirigeront ce pays. Bien sûr, la situation, les accords d'Alger ne sont pas parfaits. C'est un cadre juridique et un consensus politique qui va permettre à ce pays
de mettre autour d'une table tous les acteurs politiques pour aller vers l'organisation d'élections présidentielles, puis par la suite l'élection d'une constitution. Monsieur Rassimi, vous avez fait la transition à ma place, puisqu'on va évoquer justement l'accord d'Alger. Nous avons évoqué au début de cette émission les blocages au recouvrement de la paix au Mali. Parlant des solutions qui se proposent aujourd'hui, vous le savez, l'accord pour la paix et la réconciliation au Mali de 2015, issu du processus d'Alger, est parmi les rares texte applicable. Or, sa mise en œuvre traîne toujours. Pour y remédier, la médiation internationale au Mali s'est une nouvelle fois réunie avant-hier. Le processus de paix d'Alger pour le Mali, de nouveau à l'ordre du jour. Tout porterait à le croire. L'ensemble des représentants sont en tout cas prêts à revenir à la table des négociations. Sous l'égide de l'envoyé spécial au Mali ainsi que le chef de file de la MINUSMA, le tout présidé par l'envoyé spécial de l'Algérie, le diplomate Boudjema Delmi. Ce que l'on sait est que les discussions du jour ont pris appui sur la dernière réunion du comité de paix tenue le 5 octobre dernier. Mais également, les points à élucider pour les protagonistes sont en plus des réformes institutionnelles, la volonté d'intégrer quelques 20 000 ex-combattants en plusieurs étapes. Pourquoi donc maintenant pour la relance d'un accord de paix, lui qui est à peu près au point mort depuis 7 ans? À savoir tenter d'envoyer un message fort dans un premier temps que d'abord et avant tout, la solution malienne est un débat interne sans aucune forme d'arbitrage extérieur. Les mauvais esprits pensent d'emblée à la France. Le nouveau gouvernement d'Assimi Goïta veut battre le fer tant qu'il est chaud en entérinant sa montée au pouvoir. Il y a un temps pour les combats et un autre plus délicat pour la politique. Et justement, ce n'est pas le sujet qui manque. Outre la violence multiforme, il y a bien sûr la question brûlante du Sahel, ainsi que l'impunité des anciens membres du gouvernement passé. Les protagonistes ont déjà prévu de se revoir 3 fois lors des prochaines semaines. Alors, je reviens vers vous, messieurs. Tout d'abord, Hassan Rassimi, on l'a vu, la mise en œuvre de l'accord d'Alger accuse un retard de 7 ans, retard plutôt considérable. Pourquoi ? Je vais vous dire un peu ma pensée. Oui. C'est que je dois un peu rectifier ce qui a été dit il y a ça un moment. Très bien. C'est que ce n'est pas les mauvais esprits qui critiquent les interventions étrangères au Mali. C'est beaucoup plus ceux qui sont conscients de la situation et des enjeux qui se développent au Mali. Parce que le Mali, vous savez que les Français et les experts français de certains plateaux de télévision et certains plumitifs ont toujours dit que la France n'a pas d'intérêt au Mali. Et c'est faux. C'est très faux pour la simple raison que le Mali est un pays très riche. Il a beaucoup de matières premières qui sont, il faut le souligner, qui sont encore inexploitées. Et n'oubliez pas que le Mali est dans une position géographique stratégique qui est au cœur du Sahel et surtout qu'elle est à proximité du nord du Niger. Et là, quand je parle du nord du Niger, je voudrais viser Arlit. Arlit, c'est les gisements d'uranium d'Areva. Alors, l'implantation des forces servales à Kidal, c'est absolument important pour sécuriser les gisements d'uranium d'Areva et les gisements d'Arlit au nord du Niger représentent 15% des besoins de la France. Et là, c'est énorme et ça a une relation importante avec la sécurité nationale française. Alors, vous savez maintenant pourquoi la France tient beaucoup à se maintenir au nord du Mali, au nord du Niger et un peu dans d'autres pays, parce que là, vous devez savoir qu'il y a de nouveaux gisements de pétrole qui viennent d'être découverts un peu partout dans le Sahel, en Mauritanie, au nord du Mali, dans la région de Taoudénit, au Niger, à la frontière avec la frontière algérienne, et au Tchad. Donc vous voyez que les enjeux sont très importants. Très importants économiquement, nous l'avons compris. Oui. Et ils sont économiques, ce qui fait qu'il y a une volonté de domination coloniale des territoires. Et permettez-moi de revenir à ma question. Pourquoi l'accord d'Alger prend-il autant de temps à être mis en œuvre sur le terrain ? Je vais vous répondre un peu pour vous dire que tout à l'heure, vous avez dit que c'est un accord qui a pris du temps
et sa mise en œuvre traîne un peu dans le temps. Vous devez 7 ans quand savoir même. qu'il y a des forces occultes que nous connaissons parfaitement, qui font tout pour parasiter l'accord d'Alger et pour le remplacer par un autre accord qui aurait pour objectif d'organiser la partition du Mali en installant un État Touareg au nord du Mali. Et c'est l'accord d'Alger qui a permis de sauvegarder l'unité du Mali. Et là, l'Algérie n'a jamais été favorable à une telle solution coloniale. Et elle a toujours œuvré pour garantir et assurer l'unité et l'intégrité du Mali. Je voudrais retourner aussi la question à Massiré Diop. Avant de conclure, quels sont les points d'achoppement justement pourquoi cet accord traîne-t-il à être mis en œuvre sur le terrain? Pourquoi ce retard? L'accord, en tout cas, moi je pense qu'il ne faut pas jeter un peu le bébé avec l'eau du bain. L'accord a connu quand même quelques acquis. Le premier, par exemple, d'entre eux, c'est surtout la fin des belligérances. Aujourd'hui, on n'assiste plus à une confrontation entre les parties signataires. Le cessez-le-feu est bien vivant. Et ça, déjà, c'est un acquis. Maintenant, les autres, ce sont des dispositions difficiles à mettre en œuvre sans une négociation. Et vous savez que l'accord aussi n'est pas détaché de son environnement. Le Mali, comme vous le savez si bien, connaît aussi quelques problèmes, surtout d'ordre politique et sécuritaire. Et ça a joué beaucoup aussi sur la mise en œuvre de l'accord. Par exemple, quand on parle de problèmes politiques, vous savez, les différents, par exemple, renversements de pouvoir d'août 2020 et de mai 2021. Sur le plan de la sécurité, vous savez qu'il y a toujours le terrorisme. Et d'ailleurs, l'accord a été plusieurs fois frappé par le terrorisme. Je vous rappellerai un peu l'attentat de janvier 2018 qui a visé le camp du mécanisme opérationnel conjoint de Gao, qui est un mécanisme de l'accord, et on avait assisté à des dizaines d'éléments d'ex-combattants tués. Vous savez aussi qu'il y a eu l'enlèvement de quelques ex-combattants qui avaient terminé leur formation. C'était en 2020, et vous avez également d'autres événements. Donc l'accord n'est pas détaché de son environnement. Tant que la situation politique et la situation sécuritaire ne connaissent pas aussi d'évolution, il sera difficile pour cet accord également d'être mis en œuvre comme il se doit. Alors, on dit que l'une des questions devant être réglées est celle du DDR global, désarmement, démobilisation, réinsertion. Pourquoi les choses n'avancent pas dans ce sens, monsieur Hassan Qassimi? Écoutez, je vais vous dire une chose, et c'est très important. Oui. Vous savez que quand vous avez sur un territoire des groupes armés ou des organisations terroristes, vous pouvez regarder tout autour de vous et pas loin de vous qu'il y a toujours une intervention étrangère. Oui. Donc on peut considérer par expérience que les groupes armés et les groupes terroristes, c'est des supplétifs des interventions étrangères qui facilitent ces interventions étrangères dans des territoires à haut rendement énergétique. Oui. Maintenant, pour la mise en œuvre de l'accord d'Alger, il y a 2 points importants que vous venez de citer. C'est la démilitarisation et l'intégration des forces armées qui sont situées au nord dans l'armée malienne. Ça, c'est des points très très importants. Ça prend du temps. S'agit-il l'un des points les plus importants, selon vous? Vous savez que... Non, il y a des points importants qui ont été réglés. C'est l'unité... C'est la construction d'un État malien dans le respect de l'unité de la nation et du territoire. Ça, c'est très important. C'est un point sur lequel il y a eu un consensus et qui est très, très important. Très bien. Maintenant, il faut passer aux modalités de mise en œuvre. Vous savez, Hassan Qassimi, tout à l'heure, qu'il y a des forces toxiques qui empêchent, Hassan Qassimi, empêcher la mise en œuvre de cet accord.
Hassan Kassemi, j'aurais beaucoup aimé vous entendre encore plus, mais malheureusement, le temps nous est compté. Je vous remercie tout de même d'avoir répondu à nos questions. Vous êtes politologue, spécialiste des questions internationales. Merci d'avoir répondu à nos questions. Je remercie également Massiré Diop qui était avec nous via Skype. Vous êtes journaliste malien au quotidien L'Indépendant. Merci beaucoup, monsieur. Je vous remercie et je remercie nos amis maliens. Voilà, le message est passé. Donc merci beaucoup messieurs, ce numéro touche à sa fin. Merci à vous de nous avoir suivis. Ne manquez pas à 19h le journal présenté par Nouhad Belkhadem. Restez sur Al24 News.